La Terre est recouverte de 70% d'océans, dont seulement 0,2% de récifs coralliens. Si leur proportion est infime, ces récifs abritent en revanche une diversité exceptionnelle d'organismes. À eux seuls, ils représentent 30% des espèces marines vivantes. L'écosystème récifal est, avec les forêts tropicales, l'écosystème le plus riche en biodiversité et parmi les plus productifs de la planète. Directement et indirectement, les récifs coralliens fournissent biens et services à 1/6 de la population mondiale. Bien que présents dans les couches géologiques depuis plus de 400 millions d'années, un tiers des récifs coralliens a déjà disparu en quelques décennies. Un tiers supplémentaire va probablement disparaître d'ici 2050 en raison des impacts liés aux activités humaines. À ce jour, parmi les récifs les mieux préservés de la planète, figurent ceux d'Europa, une des îles éparses situées au sud du canal du Mozambique. L'île bénéficie d'une protection militaire contre toute forme de braconnage depuis plus de 50 ans. Demain, cet écosystème d'une santé exceptionnelle pourrait constituer une source de repeuplement des récifs impactés dans la région. L'île Europa, c'est donc la plus grande des îles éparses d'un point de vue de la superficie terrestre. On est à 30 km². Donc on est sur un sanctuaire de biodiversité, c'est vraiment l'île la plus préservée. La pêche y est bannie depuis des décennies, on est à plus de 300 km de la population humaine la plus proche. Pour pérenniser cet état de conservation, les terres australes et antarctiques françaises. La collectivité a mis en place, depuis 2007, une politique de gestion intégrant des campagnes scientifiques régulières. Au vu de l'accélération du changement climatique, la fréquence de ces campagnes pourrait néanmoins être insuffisante pour garantir la conservation efficace des récifs d'Europa. Du fait de son isolement, Europa est difficile d'accès. Ces campagnes coûtent cher et ne peuvent être menées à toutes les périodes de l'année en raison d'un climat parfois trop hostile. Typiquement, on arrive toujours dans la même saison. C'est avril, c'est la bonne saison, il n'y a pas de cyclone, pas de risque que la mission soit avortée à cause du mauvais temps. Mais qu'est-ce qui se passe en janvier ou en août, quand il fait plus froid? Donc, sous cette variation saisonnière, on n'a aucune idée. La variation interannuelle non plus. Face à ce constat, une équipe de chercheurs de l'Université de La Réunion a imaginé une solution innovante de surveillance de ces récifs coralliens avant de la proposer à la collectivité des terres australes et antarctiques françaises. C'est avec leur soutien qu'ils déposeront leur candidature au programme de financement européen intitulé BEST 2.0. Un programme qui a pour but la conservation de la biodiversité et des écosystèmes en Outre-mer. Le concept séduit. C'est ainsi que voit le jour le projet CORCOPA. Au niveau objectif global du projet, c'est de renforcer les capacités des TAF pour la gestion de leurs récifs coralliens. Simon Elise est inscrit en thèse à l'Université de La Réunion sous la direction du professeur Heinrich Brugmann. Tous deux, très préoccupés par la conservation des récifs exceptionnels d'Europa, ont cherché à développer une solution qui pourrait à la fois permettre un suivi continu de l'état du récif et à la fois détecter des perturbations de son fonctionnement. Ils ont alors adapté un dispositif novateur et assez inattendu en matière d'outils d'observation. Alors l'idée centrale du projet CORCOPA, c'est de se baser sur le suivi temporel du paysage sonore, donc le son ambiant qu'on va enregistrer sur le récif, pour évaluer l'évolution du fonctionnement de l'écosystème et détecter d'éventuelles perturbations quasiment en temps réel. Alors un exemple qui illustre bien l'importance du son dans ces mécanismes de fonctionnement, c'est le broutage par les poissons perroquets. Le broutage va être un mécanisme fondamental dans la régulation de l'équilibre entre algues et coraux. Donc sur cette vidéo, on voit ce poisson perroquet qui vient fouiller sur le récif et il va venir prélever un petit peu de matrice récifale avec des algues. Et on entend clairement ces petits coups de bec qui sont des sortes de crunch du récif.
Alors, de la même manière, une multitude d'organismes vont produire des sons de façon involontaire, au moment de leur déplacement ou quand ils vont se nourrir, comme le poisson perroquet, mais également de façon volontaire, par des vocalisations qu'ils vont utiliser pour communiquer ou pour défendre un territoire, et particulièrement en période de reproduction. Donc en enregistrant le paysage sonore, on va finalement capter l'ensemble de ces sons. Je pense que le projet CORCOPA et donc le hydrophone installé pourrait être un des outils qui nous permettrait d'avoir un retour régulier au quotidien, à la minute si nécessaire, sur la variation naturelle qui existe sur le fond marin. L'écho-acoustique. Voilà maintenant 3 ans que Simon en a fait l'objet de sa thèse. Grâce à un financement CIFRE, la société Nortec-Med, spécialisée en mesures océanographiques, a bénéficié d'une aide de l'État pour le recrutement de Simon. L'objectif de sa thèse est d'affiner le cadre d'utilisation de l'écho-acoustique sur les récifs coralliens. Jusqu'ici, ces stations d'écoute en continu avaient été déployées à La Réunion, sur le chantier de la nouvelle route du littoral. Durant ce chantier pharaonique, Simon est chargé de mesurer l'impact acoustique des travaux et le non-dérangement des populations de cétacés qui fréquentent ces eaux. La solution a fait ses preuves et présente bien des avantages. L'atout fort, c'est ce suivi 24 heures sur 24, qui va permettre de mieux comprendre vraiment la dynamique temporelle à la fois du récif, mais aussi des peuplements, dauphins, baleines. Peut-être aussi des informations de bateaux qui passent, des bateaux qui peuvent aussi engendrer une perturbation de poissons. L'objectif visé du projet, c'est de fournir aux gestionnaires du territoire, donc au TAF, un outil donc assez facile d'utilisation pour suivre les écosystèmes récifaux coralliens de manière périodique, quotidienne, sans y aller physiquement. Le projet CORCOPA repose ainsi sur une solide expérience de Simon, acquise au sein de la société Nortec-Med, et sur les 30 années de recherche d'Einrir sur les récifs coralliens. Ce type de partenariat entre les laboratoires de recherche publics et les acteurs socio-économiques privés représente une réelle valeur ajoutée pour ce projet de recherche directement appliqué à des fins de gestion. La nouvelle connaissance scientifique qu'on génère, qui seront utiles pour la société, cette ligne peut être parfois très longue. Ici, la distance, disons, entre ce qu'on génère comme connaissance et les gestionnaires sont très courtes. On a une relation directe. Ça faisait plusieurs années à La Réunion que j'assurais la maintenance de ce genre d'outils. On avait 3 systèmes de suivi continu comme celui qu'on a installé à Europa, donc j'avais pas trop de doutes sur la performance du système et sa fiabilité dans le temps. Aussi, travailler avec Nortec-Med, ça assure une réactivité. Ils ont mis à disposition tous les équipements et leur savoir-faire dans l'analyse des sons. La station acoustique sera constituée d'un tripode en aluminium équipé d'un hydrophone pour enregistrer le paysage sonore en continu. Les sons captés par l'hydrophone seront numérisés et transmis instantanément par le biais d'un câble de 600 mètres relié à une interface terrestre située sur l'île. L'interface, matérialisée par 2 armoires métalliques, héberge le système d'alimentation solaire ainsi que les disques durs de stockage des données collectées en mer. La partie nord-ouest de l'île et la pente externe qui est ici. On avait repéré en amont sur des photos satellites à peu près le tracé du câble, par où on pourrait passer dans un sillon corallien en essayant d'impacter le moins de substrat vivant possible, mais il y avait encore beaucoup d'inconnus avant ce premier jour à Europa. Après une brève escale à Nosy Be, l'équipe d'Einrir et de Simon embarque sur l'Ansiva de Anne et Nicolas Tisney pour 5 jours de navigation.
Le choix de l'équipe, il s'est fait vraiment à force de discussion avec Henrir, où on a ciblé les postes clés et puis trouver aussi des personnalités qui pouvaient s'accommoder, parce que c'est 3 semaines en bateau, même si le bateau était confortable, très bien équipé, etc. Ça reste un espace confiné, hein, c'est un peu un huis clos pendant plusieurs semaines. Les 5 jours en mer seront mis à profit pour discuter de la mise en œuvre des différentes opérations et vérifier la coordination de l'ensemble. On est sur la fin, il ne faut pas traîner, parce qu'après qu'on fait tous les points de DCP, il faut remballer la ligne. Et c'est le plus lourd. Plus de 700 000 marins plus tard, l'Antsiva approche la côte nord d'Europa, l'équipe débarque sur l'île et s'empresse de repérer les lieux pour prendre ses marques et s'assurer que la mission pourra se dérouler comme prévu. 22,64. La suite des opérations, c'est les formalités à terre. On va faire une plongée déjà aujourd'hui pour repérer la zone d'installation de la station en pente externe et le tracé du câble qui ira jusqu'à terre. Donc il y a un petit défi professionnel, même si la réalisation n'est pas énorme. Et puis c'est une motivation de challenge professionnel et d'environnement à découvrir. L'implantation théorique, elle est là. Tu vois, il y a ces rangées d'arbres là. Et donc, ça passait et ça vient perpendiculaire là. Donc là, on est à peu près au point théorique, quoi. Une partie de l'équipe se mobilise pour déballer le matériel acheminé quelques mois plus tôt par la Marine nationale à bord du B2M Champlain. 80 sacs de chêne seront ainsi transportés en bord de plage, prêts à être installés. Le reste du matériel a également parfaitement voyagé. Il faut souligner aussi un vrai soutien des TAF, mais aussi de la Marine nationale et des FASOI, des forces armées de la zone sud de l'océan Indien, qui sont présents sur nos îles et qui permettent de desservir nos îles, d'amener du fret, d'amener du personnel. Grâce à l'aide providentielle des militaires qui se chargent de transporter les chênes et de creuser la tranchée, l'équipe peut se recentrer sur les autres travaux à accomplir, dont le montage de plusieurs tripodes. Erwan et Franco, eux, mettent déjà les bouchées doubles pour la fixation de la chaîne. Le rythme de travail qu'on s'était imposé, c'était de profiter au maximum de toutes les bonnes journées, et tant qu'on avait du beau temps, on essayait d'en faire le plus possible. On s'est mis un peu la pression, mais il était nécessaire de l'avoir parce que, en cas de mauvais temps, la mission aurait pu carrément échouer. De leur côté, Simon et Henrir sont allés repérer le site qu'ils avaient présélectionné sur l'image satellite pour l'installation de la station fixe d'enregistrement. La zone est riche de vie et la pente faible. Le choix est validé. Mais avant de pouvoir donner une interprétation écologique aux futures variations sonores qu'enregistrera la station fixe, l'équipe devra procéder à la calibration de l'outil écoacoustique à l'aide de 2 dispositifs d'enregistrement mobile. C'est le deuxième grand objectif de la mission. Qui dit calibration dit nécessité d'un référentiel. C'est pour ça qu'on va aller échantillonner 9 sites autour de l'île, des sites les plus contrastés possibles, donc en termes de paysage, de poissons, finalement des grandes fonctions de l'écosystème. Et on va essayer de voir quelles signatures sonores correspondent aux variations de ces grandes fonctions. De nombreuses données acoustiques et visuelles seront collectées sur plusieurs sites autour de l'île afin de mieux comprendre la relation entre le paysage sonore, la composition de l'habitat
est celle de l'assemblage de poissons qui y vit. Quand le hydrophone est descendu du bateau, on le reprenait avec un parachute, on le déplaçait très délicatement sans casser des coraux. Et donc on la positionne de façon que quand on monte la caméra filme à la fois une partie du substrat, le peuplement de coraux, l'habitat, et les colonnes d'eau au-dessus, pour avoir une bonne représentation des peuplements de poissons qui vivent sur cet habitat. Les caméras enregistreront durant 2 heures et l'hydrophone collectera 24 heures de son à chaque échantillonnage. Durant les jours suivants, l'équipe avancera au rythme de 2 échantillonnages par jour. Chaque soir, Simon vérifie les fichiers vidéo et audio enregistrés durant la journée avant de les stocker. Après 4 jours de travail intense, Erwan et Franco ont finalisé l'installation de la chaîne en un temps record. Tous les indicateurs sont au vert pour demain, la journée clé de la mission, celle de la mise en place de la station fixe d'enregistrement. Tout le monde sera mobilisé. L'opération est répétée le soir avant le coucher pour que tous en aient une vue globale. Chacun aura un rôle précis et déterminant à jouer. On pourrait même envisager de le dérouler en marchant. Le problème, c'est que ça nous amène déjà à fin de matinée et que derrière, on a du colsonnage à faire. Il faut qu'en fin de journée, notre truc il soit colsonné sur toute la longueur, enfin qu'on ait rebouffé le mou, quoi. À l'aube du 5e jour, chacun sait ce qu'il a à faire. À bord de la petite annexe, Nicolas et Simon se chargent d'amener l'extrémité du câble sur le site d'immersion en pente externe. Erwan et Franco se positionnent le long du trajet pour amarrer le câble. Une partie de l'équipe reste à terre pour veiller à son bon déroulement. Donc tout ça s'est déroulé sans trop de soucis, parce qu'on avait essayé d'anticiper au maximum justement les bascules de marée, essayer de minimiser un peu les courants, puisque le gros risque c'était que le courant prenne dans le câble et donc l'entraîne loin finalement du tracé prévu par la chaîne. Le tripode qui supporte l'enregistreur fixe a été conduit en mer par la grande annexe, juste au-dessus de sa position définitive et attend d'être raccordé au câble avant son immersion. Une fois le tripode immergé au fond, donc il s'agissait d'ensuite sécuriser le câble sur la chaîne, donc par des colliers plastiques, des colsons, à remonter jusqu'à la plage. Donc là, ça s'est fait en plusieurs temps, mais donc il y a eu quand même un petit paquet de colliers à installer. Le tripode est immergé et installé sur le récif avec soin. Plusieurs plongeurs de l'équipe se chargent alors de fixer les 600 mètres de câble le long de la chaîne. La solution de fixation doit être capable d'affronter des conditions de mer extrêmes en raison des épisodes cycloniques et tempêtes qui sévissent régulièrement dans la région. On a pu voir les caractères un peu optimistes et les pessimistes. Erwan et Franco avaient mis un colson tous les 5 mètres, on va dire, en se disant bon, ça va tenir, il n'y a pas de problème. Et puis discussion d'Henrir, Simon, on va peut-être en rajouter tous les 2-3 mètres. Donc au final, tout le monde a aidé, on est tous partis à l'eau, on a commencé avec nos pinces à colson, à mettre les colsons en place. Et Franco qui a fini ce travail sur le platier, je pense qu'il a dû finir par en mettre tous les 50 cm ou tous les 10 cm. Si on avait pu accrocher tous les maillons, on aurait accroché tous les maillons. Des heures de plongée seront nécessaires pour la pose de ces colsons. L'objectif de la journée est rempli.
Le tripode fixe équipé de son enregistreur est en place, le câble de raccordement assuré sur la chaîne jusqu'à terre. Demain sera consacré en partie à l'installation de l'interface terrestre. Après un repos bien mérité, une partie des plongeurs repart en mer pour une nouvelle session d'échantillonnage ponctuel. Comme à chaque fois, l'opération est doublée d'une évaluation de l'habitat effectuée par Isabelle et Vincent, accompagnés de Sophie. Une fois le dispositif posé, ils interviennent juste avant le lancement des caméras pour une séance photo particulière. C'est Vincent, cofondateur de l'entreprise Géolab, qui assure le support de cette technique appelée photogrammétrie sous-marine. Alors, la photogrammétrie est une technique qui permet de reconstituer la réalité en 3 dimensions à partir de photos qui sont réalisées autour du modèle. Donc, par exemple, si je veux modéliser donc une colonie corallienne, je vais réaliser donc plein de photos autour de cette colonie. Donc, toutes ces photos en fait, ont une position en fait, dans l'espace. On va mettre ces photos dans le logiciel de photogrammétrie. Le logiciel va trouver en fait, la position des photos dans l'espace, comme on voit ici. Les petites boules vertes en fait, représentent l'endroit d'où les photos ont été prises. Donc on voit bien que ce sont les photos en fait, de la colonie, donc les mêmes photos qui sont ici. Et ensuite, une fois que le logiciel a positionné les photos, il va reconstituer en fait, un modèle en 3 dimensions. Donc ça, c'est le principe vraiment de photogrammétrie. Ce sont des modes opératoires qui sont assez carrés. Chaque plongeur a un rôle. Donc dès qu'on prend quelques minutes pour faire quelque chose qu'il ne fallait pas, ça peut gêner à tout le monde. Je m'en charge avec Vincent de déployer des lignes. Et en même temps, Sophie garde nos appareils. Quand on finit de faire tout notre grille qui va nous guider, on prend les appareils et chaque photographe, à l'occurrence moi et Vincent, fait les parcours qui ont été prévus par rapport au mode opératoire. On n'avait pas le droit à l'erreur parce qu'évidemment, en fonction des conditions de mer, que ce soit courant, visibilité, météo, etc., il fallait évidemment donc optimiser le temps en fait, de mise en œuvre de ce protocole et tout ça dans le cadre d'une plongée dans les 15 mètres maximum de profondeur sur une durée environ d'1 heure. L'après-midi, à terre, Simon et Henrir entament le montage des 2 armoires qui abriteront les batteries et les disques durs de données collectés par la station fixe. C'est un bel effort avec le militaire. Et on a réussi à finir le tranchée, mettre le câble, conditionner sur la chaîne. Donc voilà, toute cette partie qui nous semble presque titanesque, impossible, est bouclée ce matin. On avait installé toute la partie marine de la station, restait encore alimenter en fait ce câble en énergie et garantir en fait la réception de la donnée à terre. Les 2 jours suivants se ressembleront. Travaux en plongée le matin, travail à terre l'après-midi. Mais cette petite routine sera par la suite interrompue en raison d'un problème technique constaté sur l'un des 2 dispositifs d'enregistrement mobile. Après vérification des derniers échantillonnages ponctuels réalisés, plusieurs fichiers d'enregistrement sont inexploitables. Sans eux, la quantité de données collectées jusqu'à présent risque de ne pas être suffisante pour calibrer la station fixe. L'équipe est inquiète. Comme ça, au pire des cas, en récupérant les 2 mains, par exemple, celui du fond, si on a une deuxième qui n'est pas bonne, on la remet dessus. Mais pour l'heure, elle doit se consacrer à l'installation de l'interface terrestre et à la mise en route de la station. Donc en quelques après-midi, on a installé l'ensemble des panneaux solaires, les armoires métalliques qui contenaient les caissons, qui eux-mêmes contenaient les batteries et le système informatique.
Et puis quelques jours après est venu le moment fatidique de la mise en route de la station. Ça va dans le... Tout se rejoint. Oui, bien, c'est pas... Ok. Simon effectue les derniers raccordements. L'heure de vérité est proche. C'est là que ça se joue. C'est là que ça se joue. Roulement de tambour, le suspense est à son comble. On est resté bouche bée devant une diode qui ne clignotait pas. Donc là, bon, gros moment de doute quand même. Qu'est-ce qu'on a fait mal? Qu'est-ce qui ne va pas? Voilà, donc là, tu vois, il cherche à établir le contact avec il y a son frère jumeau qui est dans le conteneur mère. Et donc il cherche à établir le contact avec. Qu'est-ce que ça va dire? Puis je pense qu'il y avait quand même un petit coup de fatigue, puisque un branchement était mal fait. Un changement de connexion, et c'est parti. Il était 17h07, et on était content. Ça y est. Oh putain. C'est bon. Ah ouais. Pou 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 pou. Oh putain, ça marche, je n'en reviens pas. Qu'est-ce qu'il a fait comme changement? Eh ben tu vois, celui-là, quand il y avait... Tu vas, c'est Vincent. Je t'écoute. Bon, on a une excellente nouvelle ici, le bazar fonctionne, je répète, le bazar fonctionne. Très bonne nouvelle, je transmets. Terminé. Finalement, l'essentiel de la mission aura pu être effectué dans les temps et avec même un peu d'avance. Cela permettra de réaliser quelques échantillonnages de rattrapage avec l'enregistreur mobile encore fonctionnel, car le dispositif défectueux s'avérera irréparable sur place. on a eu un rythme soutenu, mais comme tout le monde savait sa place, son rôle, ça s'articulait bien et on a pu en fait faire tout ce qu'on avait programmé, espéré réaliser. Au total, ce sont 9 sites qui ont été échantillonnés afin de collecter des données acoustiques, des vidéos poissons et des photos pour la reconstruction de modèles 3D. Ces dernières plongées sur ces récifs d'exception laisseront le sentiment qu'il faut vraiment tout mettre en œuvre pour préserver ce sanctuaire hors du temps. Ce sont des endroits qui, d'abord, ça te donne un peu d'espoir de voir qu'il y a encore des endroits aussi magnifiques, aussi beaux, aussi bien conservés. Au niveau scientifique, c'est génial parce qu'ils nous permettent vraiment d'étudier et de caractériser. C'est pouvoir vraiment décrire un écosystème et le décrire de la façon plus juste possible. En parallèle à la mission à Europa, plusieurs événements de communication ont été menés à destination du grand public. Marion, étudiante en Master 2 Biodiversité et Écologie, a été recrutée par le laboratoire Entropie pour créer et animer un atelier. Lors de la Fête de la Science, organisée sur le campus universitaire de La Réunion, elle a pu faire découvrir aux plus jeunes le même type de dispositif d'enregistrement déployé dans les eaux d'Europa. L'occasion de les sensibiliser à la biodiversité sous un angle acoustique. Les ateliers consistaient à montrer aux enfants que l'océan, c'est pas un monde du silence, qu'il y a plein de bruit dedans. Pour prendre un exemple concret des perturbations humaines sur la vie des océans, j'ai passé un morceau de son de bateau devant les enfants et la réaction, c'est qu'ils se sont tous bouchés les oreilles simultanément. Donc je leur ai fait prendre conscience que eux, ils peuvent se boucher les oreilles, mais pas les animaux. Et que donc même si on reste loin des baleines et des dauphins avec les bateaux, on les dérange quand même. Je pense que c'est important de faire de la sensibilisation auprès des plus jeunes parce qu'ils ont encore l'esprit ouvert, ils peuvent en parler à leurs parents. Et donc la sensibilisation, elle se fait à toutes les échelles quand on touche les plus jeunes. 3 mois après leur retour à La Réunion, près d'1 téraoctet de données ont été analysées par l'ensemble de l'équipe.
Un premier bilan a été présenté au service des TAF et a reçu un bel accueil. Dans les locaux du laboratoire Entropie, à l'université, les premiers résultats se dessinent. Le protocole mis en place par Isabelle et Vincent a abouti à la reconstruction de modèles 3D d'une précision inférieure au centimètre. Cela permet une bonne évaluation de l'habitat sur chaque site, dont la quantification de ses caractéristiques tridimensionnelles. On a 10 sites de reconstruits avec à peu près en moyen 150 mètres carrés par site. Et donc on essaye de pouvoir calquer au mieux possible la réalité d'un récif pour mieux le comprendre, avec des nouvelles technologies qui nous apportent toute une quantité d'informations sur la morphologie d'un récif et les types d'habitat qu'il peut avoir un récif. Au fur et à mesure, je vais faire des classifications des coraux qui vont être présents, mais par forme. Donc, en même temps, j'essaie de faire en parallèle une estimation de la diversité générique. Et à partir de là, on peut obtenir les surfaces et on peut savoir en quel pourcentage est la forme la plus représentée sur tous les sites. Les analyses menées par Isabelle mettent en lumière des habitats très contrastés. Les pourcentages de recouvrement des différents morphes coralliens sont extrêmement variables d'un site à l'autre. La complexité structurale varie également du simple au double selon les sites. Simon va maintenant chercher des corrélations entre les variations de ces grandes fonctions caractéristiques de l'habitat et les variations des paysages sonores associés. Ces analyses vont également concerner les fonctions assurées par les poissons, évaluées à partir des vidéos. On va prendre deux cas vraiment contrastés, un site qui s'appelle EU3 dans l'ouest de l'île, très plat, très exposé, et un deuxième site, EU7, dans le nord de l'île, qui est un tombant avec énormément de complexité de l'habitat. Quand on regarde ce qui se passe sur les spectrogrammes, un premier constat est que sur le site EU3, donc très exposé avec relativement peu de poissons, on va avoir beaucoup de sons dans les fréquences aiguës et au contraire, peu de sons dans les basses fréquences. A l'inverse, sur le site EU7, qui est beaucoup plus complexe, on a beaucoup moins de sons dans les hautes fréquences, dans les aigus, et beaucoup plus dans les basses fréquences. D'un site à l'autre, on va avoir des contrastes dans l'amplitude du son, dans la complexité également du signal. C'est typiquement ce que vont chercher à refléter les indices acoustiques sur lesquels on va travailler. On obtient des corrélations entre trois types d'indices acoustiques et trois grandes fonctions de l'habitat, qui sont la complexité de l'habitat, dont on a déjà parlé, la couverture en coraux laminaires foliacés en forme de casque, c'est-à-dire des formes de croissance complexes qui fournissent de nombreux refuges, et la couverture en coraux encroûtants qui ne procurent quasiment pas de refuge. On trouve également des corrélations entre trois autres indices acoustiques et trois grandes fonctions assurées par les assemblages de poissons, qui sont la biomasse en herbivores, tels que les poissons perroquets, la biomasse en planctonophages, qui sont surtout représentées par les anthias ou les fusillés, et l'abondance en prédateurs, comme par exemple les mérous ou les requins. C'est-à-dire qu'on va essayer de suivre dans le temps ces différents indices acoustiques pour avoir un reflet global du fonctionnement de l'écosystème à travers ces six grandes fonctions. Donc là, on a vraiment des indicateurs de groupes fonctionnels, de compartiments clés, quelque part, pour le fonctionnement de l'écosystème. Et donc, ça va beaucoup plus loin d'une sorte d'appréciation globale, voilà, le récif va bien ou moins bien. Et je pense que c'est que le début. En moins d'un an de fonctionnement, la station a déjà montré son potentiel. Les indices écoacoustiques, élaborés à partir des données collectées sur les 9 sites, varient entre le jour et la nuit, selon les phases lunaires et les saisons. L'outil installé permet ainsi de prendre le pouls du récif en temps réel. La clé de ce suivi à long terme réside dans l'automatisation de la sélection des données acoustiques et du calcul de ces indices. La détection automatique de signaux d'intérêt, tels que le broutage par les poissons perroquets, est également très prometteuse. Nous, ce qu'on attend de l'outil, c'est vraiment un outil qui soit le plus facile d'accès, le plus facile à manier, à utiliser, à interpréter, avec une interface qui permettrait de voir facilement si on est sur une bonne santé de l'écosystème ou inversement sur un mauvais état de santé, et essayer de trouver par la suite les différentes pressions qui pèsent sur l'écosystème en question. Avec cette nouvelle capacité de détection de perturbations, qui s'ajoute aux outils de suivi existants tels que les sondes de température et salinité ou encore le suivi par satellite, les TAF sont en passe d'acquérir une véritable autonomie dans la gestion du patrimoine naturel dont la collectivité a la responsabilité.
L'expérience menée à Europa pourrait être étendue à d'autres récifs des îles Éparses et à plus large échelle dans la zone sud-ouest de l'océan Indien. L'objectif ? Constituer un réseau de suivi du fonctionnement des écosystèmes coralliens quasiment en temps réel. Ceci permettrait d'adapter en permanence les efforts de conservation et de gestion à un niveau régional en tenant compte de la situation de chaque site. Le mois prochain, il y a une nouvelle mission de Marion Dufresne et il y a 17 équipes qui vont se déployer sur les îles Éparses. Ce sont des équipes qui viennent de tous les coins du monde, donc pas uniquement de la France. Et donc ça montre aussi l'intérêt de ces îles pour la recherche scientifique. J'ai envie d'y croire qu'on sera suffisamment intelligent pour, dans la communauté scientifique, gestionnaire, aménageur, décideur, on va pouvoir faire ensemble pour essayer de les protéger au mieux possible en donnant chacun de son côté. Face à l'accélération des changements climatiques, les projets de recherche appliqués tels que Corcopa se multiplient pour augmenter nos capacités de suivi des écosystèmes. Ces suivis ont vocation à être accompagnés de réponses concrètes et adaptées à la nature des perturbations détectées. De l'échelle locale à l'échelle globale, ces solutions pourraient articuler protection efficace et ingénierie écologique.